Ils m'ont forcé à me tenir à côté des 2 cadavres sur la table, des femmes dont la vie avait été brutalement arrachée. C'était en 2017, lors d'un voyage en Ukraine avec mes amis. Nous avions décidé de faire du tourisme noir, attirés par l'aura mystérieuse et terrifiante de Tchernobyl. L'idée de visiter cette ville fantôme, figée dans le temps depuis l'explosion de la centrale nucléaire, avait quelque chose de morbide mais fascinant. Nous étions tous d'accord pour tenter l'aventure. La visite officielle était encadrée, bien sûr, avec des guides stricts et des itinéraires prédéfinis. Mais la curiosité et l'envie de frisson nous ont poussés à nous éloigner du groupe principal. Nous avons prétexté un besoin de prendre quelques photos supplémentaires et, lorsque le guide ne regardait pas, nous nous sommes éclipsés. En quelques minutes, nous étions seuls dans l'immensité de Pripyat, la ville voisine de la centrale. Les bâtiments abandonnés, rongés par le temps, se dressaient comme des vestiges silencieux d'une vie autrefois pleine de rires, d'espoir et de rêves brisés. Il y avait une lourdeur dans l'air, une présence presque tangible, comme si les âmes des habitants d'autrefois hantaient encore ces lieux. Chaque pièce que nous explorions semblait figée dans un passé douloureux. Les jouets d'enfants étaient encore là, éparpillés sur le sol poussiéreux, les livres ouverts sur des bureaux, les vêtements encore accrochés dans les placards. Tout était intact, mais marqué par les années, comme une photographie décolorée par le temps. Nous avancions en silence, chacun absorbé par une sorte de respect instinctif pour ces lieux. Mais à un moment donné, nous avons réalisé que nous avions perdu notre chemin. Les couloirs et les pièces abandonnées se ressemblaient tous, et les rues désolées de Pripyat semblaient s'étendre à l'infini, sans aucun repère. L'inquiétude commençait à s'installer. Le silence autour de nous, auparavant seulement étrange, devenait oppressant, presque assourdissant. Nous avons tenté de retrouver notre chemin, mais chaque tentative nous ramenait à des endroits différents, comme si le labyrinthe de béton et de ferraille jouait avec nous. La panique montait lentement. L'idée de rester coincé ici, seul, au milieu de cette ville fantôme, commençait à devenir terrifiante. C'est finalement l'un de mes amis, plus calme que les autres, qui a pris l'initiative de grimper sur une structure effondrée pour tenter de repérer le groupe principal. Par chance, il a aperçu les silhouettes des autres touristes au loin. Nous les avons rejoints en courant, soulagés mais aussi terriblement nerveux. À notre retour, le guide nous a sévèrement réprimandés. Il était furieux, et à juste titre. Non seulement nous avions mis notre sécurité en danger, mais nous avions aussi enfreint des règles strictes dans un lieu où le danger, bien que souvent invisible, était bien réel. En conséquence, notre visite a été écourtée. Le guide a insisté pour que nous quittions Tchernobyl plus tôt que prévu. Sur le chemin du retour, l'ambiance était morose. Nous avions tous été attirés par le frisson de l'interdit, mais ce que nous avions trouvé était bien plus qu'un simple jeu. Cette expérience nous a marqués, et même aujourd'hui, je ne peux pas penser à ce jour sans sentir un frisson me parcourir l'échine. Tchernobyl n'est pas un endroit comme les autres. C'est un lieu où le temps s'est arrêté, mais où les souvenirs et les âmes errantes semblent encore présents, imprégnant chaque recoin de leur présence silencieuse. Tout avait commencé comme une aventure excitante. Un road trip à travers l'Australie avec ma copine, Lisa. Juste nous deux, les vastes étendues du désert, et des kilomètres de route à explorer. C'était le rêve. On s'était préparé pendant des semaines, remplis d'excitation à l'idée de découvrir ces paysages infinis, si différents de tout ce qu'on connaissait. Les premières journées furent idylliques. Le ciel était d'un bleu éclatant, la route déserte s'étirait à l'infini, et l'air chaud pénétrait doucement dans la voiture alors que nous roulions avec les fenêtres baissées. C'était la liberté à l'état pur. Mais tout a basculé en une fraction de seconde, sur une route poussiéreuse, loin de toute civilisation. Cela a commencé par un bruit de moteur, grave et menaçant, résonnant derrière nous. J'ai regardé dans le rétroviseur et vu un énorme camion se rapprocher, bien trop rapidement. Le genre de camion qu'on voit dans les films, gigantesque, couvert de poussière, et avançant comme un monstre mécanique sans pitié. Au volant, un homme, la quarantaine bien entamée, au visage buriné par le soleil, affichant un sourire qui n'avait rien d'amical. « Tom, il se rapproche trop », m'a crié Lisa, la panique dans la voix. J'ai accéléré,
essayant de mettre de la distance entre nous, mais le camion a accéléré aussi. Il se rapprochait, toujours plus près, jusqu'à ce qu'il soit presque à quelques centimètres de notre pare-choc. Soudain, il a braqué violemment le volant, envoyant un coup dans l'arrière de notre voiture. Nous avons dérapé, les pneus criant sur l'asphalte brûlant. Lisa a hurlé et j'ai lutté pour garder le contrôle du véhicule. Le camion s'est replacé derrière nous, son klaxon tonitruant déchirant le silence du désert. Et c'est là que je l'ai vu. Il riait, un rire dément, qui résonnait au-dessus du vacarme du moteur. Et dans sa main gauche, il tenait un pistolet, pointé non pas sur nous, mais sur sa propre tête. Il continuait de rire, appuyant le canon contre sa tempe, simulant des tirs tout en hurlant des mots que je ne comprenais pas. Il était fou, complètement fou, et il jouait avec nous comme un chat avec une souris. Chaque tentative de l'esquiver se soldait par une nouvelle embardée, nous forçant à rester sur la route, incapables de sortir de sa ligne de mire. Dans un moment de désespoir, j'ai aperçu un chemin de terre qui s'éloignait de la route principale. Sans réfléchir, j'ai tourné brusquement, m'éloignant de la chaussée goudronnée et m'enfonçant dans ce qui ressemblait à une piste abandonnée. Le camion a continué sur la route principale, et pour un instant, j'ai cru que nous étions tirés d'affaire. Mais ce choix allait se révéler être la pire erreur de ma vie. Le chemin de terre était accidenté, rempli de nids de poules, et rapidement, il s'est transformé en un simple sentier de sable, serpentant à travers le désert impitoyable. L'ombre du camion avait disparu, mais une nouvelle menace se profilait, nous étions perdus. Le soleil tapait fort, sans la moindre pitié. Il n'y avait plus de traces de civilisation, plus de panneaux indicateurs, juste du sable et des rochers à perte de vue. La chaleur était accablante, et nous n'avions presque plus d'eau. Le moteur de la voiture commençait à chauffer, et chaque minute semblait nous rapprocher de l'épuisement total. « Tom, on doit sortir d'ici. » La voix de Lisa était faible, teintée d'une peur que je n'avais jamais entendue chez elle. Nous n'avions pas d'autre choix que de continuer à rouler, en espérant tomber sur quelque chose, n'importe quoi. Les heures ont passé. La fatigue, la chaleur, et la soif ont commencé à nous assommer. La voiture ralentissait, peinant à avancer dans le sable. C'est alors que, dans ce silence de mort, nous avons entendu les coups de feu. D'abord lointains, puis plus proches, écho d'une violence que nous ne pouvions que deviner. « Il est encore là », chuchota Lisa, terrifiée. « Il nous cherche. » Je n'avais pas de réponse. Juste une peur viscérale qui me tordait l'estomac. Nous ne pouvions qu'avancer, espérant que le chemin nous mènerait quelque part. Et finalement, alors que tout espoir semblait perdu, nous avons aperçu un groupe de caravanes au loin, caché derrière une colline rocheuse. Nous étions trop faibles pour crier à l'aide, mais les gens nous ont vus. Ils sont venus à notre rencontre, nous ont donné de l'eau, nous ont aidés à sortir de la voiture. Nous étions sauvés, enfin. Nous avons raconté notre histoire, et même s'ils nous ont écoutés avec attention, je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils avaient déjà entendu des histoires similaires. Des fous dans ces terres désolées, des routes qui ne mènent nulle part. Et ce rire dément qui résonne encore dans ma tête. Nous n'avons jamais revu ce camion, ni l'homme qui le conduisait. Mais chaque fois que j'entends un coup de feu ou le son d'un moteur de camion, je me souviens de cette route, de ce rire, et de la terreur qui m'a saisi ce jour-là. L'Australie est vaste, sauvage, et parfois, elle cache des choses qu'il vaut mieux ne jamais croiser. J'avais pris mon bateau comme tant de fois auparavant, sans me soucier des légendes ou des rumeurs qui circulaient parmi les marins. Mais ce jour-là, la mer avait d'autres plans pour moi. Tout a commencé par un changement brusque de la météo. Le ciel, auparavant dégagé, s'est rapidement assombri, et une tempête s'est abattue sur moi sans prévenir. Les vagues sont devenues monstrueuses, frappant mon bateau de tous côtés. J'ai lutté pour garder le cap, mais le vent hurlant et les éclairs aveuglants rendaient toute navigation impossible. En quelques minutes, j'étais complètement désorienté, perdu au milieu de l'océan, sans aucun repère. C'est alors que je les ai vus. D'abord, c'était un léger tremblement dans le ciel, une lumière étrange qui semblait danser entre les nuages noirs. Puis, comme sortis de nulle part, des vaisseaux massifs ont percé les nuages, descendant avec une grâce improbable pour leur taille. Leur surface était lisse, argentée, reflétant les éclairs dans un spectacle hypnotique.
Ces engins ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir sur Terre. Mon cœur battait la chamade, partagé entre la peur et la fascination. J'avais entendu des histoires de marins parlant de vaisseaux extraterrestres, de bases sous-marines cachées dans les profondeurs de l'océan, mais je n'avais jamais vraiment cru à ces récits. Et pourtant, ils étaient là, devant moi, défiant toute logique. Les vaisseaux ont lentement descendu, se rapprochant de la surface de l'eau avec une précision effrayante. L'un après l'autre, ils ont plongé dans l'océan, sans créer la moindre éclaboussure, comme s'ils étaient absorbés par les vagues. En un instant, ils ont disparu, avalés par l'immensité marine, ne laissant derrière eux qu'un silence assourdissant et une mer redevenue étrangement calme. Je suis resté figé, incapable de croire ce que je venais de voir. La tempête s'est dissipée aussi rapidement qu'elle était apparue, comme si elle n'avait été qu'une diversion. Mais je savais que ce que j'avais vu était bien réel. Ce jour-là, j'ai compris que l'océan cachait bien plus que des abysses et des créatures marines. Et que dans ces profondeurs insondables, une présence bien plus ancienne et avancée que nous veillait, à l'abri des regards humains. En 2016, j'ai décidé de relever un défi stupide, rester enfermé dans un IKEA après sa fermeture. Vous savez, ces vidéos virales où des gens se cachent dans les rayons jusqu'à ce que le magasin ferme, puis ils explorent l'endroit la nuit. Je pensais que ce serait amusant, une petite montée d'adrénaline, et une histoire à raconter plus tard. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je me suis caché dans une armoire, attendant que les lumières s'éteignent et que le silence s'installe. Quand j'étais sûr que tout le monde était parti, j'ai émergé, mon téléphone en main, prêt à capturer mon aventure nocturne. Tout semblait normal au début. Je parcourais les couloirs déserts, riant nerveusement à l'idée de ce que je faisais. Mais plus j'avançais, plus quelque chose me semblait étrange. Chaque fois que je pensais avoir trouvé la sortie, je me retrouvais bizarrement au même endroit où je m'étais caché. Je parcourais les allées, passant devant les mêmes étagères, les mêmes ensembles de cuisine, les mêmes canapés. Au début, j'ai pensé que c'était juste mon imagination ou un manque de repères dans ce labyrinthe géant. Mais après plusieurs heures à tourner en rond, j'ai commencé à comprendre une vérité bien plus terrifiante, cet IKEA était infini. La panique s'est installée. Je marchais, courais, tentais de grimper pour voir plus loin, mais tout était pareil. Les murs, les meubles, tout était identique, sans fin. Il n'y avait aucune sortie, aucune échappatoire. Chaque couloir me ramenait à mon point de départ. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, et la réalité commençait à s'effriter. À un moment donné, j'ai abandonné toute idée de discrétion. Peu importe les alarmes, peu importe si je finissais en prison, je voulais juste sortir de là. J'ai crié, pleuré, supplié qu'on me laisse sortir. Je courais dans les couloirs comme un fou, chaque pas résonnant dans le silence oppressant, mais personne ne venait. C'était de la torture, une boucle infinie de désespoir et de peur. Je ne sais pas à quel moment j'ai perdu conscience, épuisé, mentalement brisé. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans l'un des lits de démonstration. La lumière du jour filtrait à travers les fenêtres, et des clients et des employés me regardaient, perplexes. C'était comme si rien ne s'était passé. Le magasin était ouvert, rempli de vie. Je me suis levé, titubant, sans dire un mot. Je suis sorti d'IKEA ce jour-là, sans regarder en arrière. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que toute la vidéo que j'avais filmée, tout ce que j'avais capturé cette nuit-là, avait disparu de mon téléphone. Comme si cela n'avait jamais eu lieu. Je n'ai jamais remis les pieds dans un IKEA depuis ce jour. Parfois, je me demande si c'était une leçon, une manière pour l'univers de me dire de ne pas jouer avec des choses que je ne comprends pas. Mais cette nuit reste gravée en moi, une horreur que je ne pourrai jamais oublier. Nous étions 4, en pleine aventure à travers les montagnes reculées de Virginie occidentale. Ce devait être une escapade en pleine nature, une échappée belle loin de la civilisation. Mais ce qui était censé être un week-end de camping agréable s'est rapidement transformé en un cauchemar dont je ne pourrai jamais oublier les détails. La journée touchait à sa fin, et nous avions décidé de rentrer au camp après une longue randonnée. Pourtant, malgré nos cartes et GPS, quelque chose n'allait pas. Les sentiers semblaient se confondre, et bientôt, nous réalisâmes que nous tournions en rond dans la forêt dense.
Le soleil disparut derrière les montagnes, et une ombre oppressante s'installa autour de nous. Le carburant dans le réservoir de notre véhicule baissait dangereusement, et il n'y avait aucune trace de civilisation à l'horizon. Face à l'obscurité grandissante et à notre fatigue, nous avons pris la décision difficile de passer la nuit dans la voiture. Les portes verrouillées, nous nous entassions à l'intérieur, espérant que le matin nous apporterait une solution à notre situation désespérée. Mais c'est au milieu de la nuit que l'horreur véritable commença. Un bruit sourd, comme quelque chose ou quelqu'un frappant contre la carrosserie de la voiture, me réveilla en sursaut. D'abord, je pensais que c'était le vent ou un animal errant, mais les bruits se répétèrent, plus insistants. Mes amis se réveillèrent à leur tour, et dans l'obscurité, nous échangeâmes des regards inquiets. C'est alors que nous avons vu des silhouettes se mouvoir autour de la voiture. Les lumières des torchers éclairèrent brièvement ces figures tordues. Ce n'étaient pas des animaux, ni des randonneurs égarés. C'était un groupe de personnes aux allures sauvages, sales, vêtues de haillons, tenant des bâtons avec des clous et d'autres armes improvisées. Leurs visages étaient déformés par des expressions qui n'avaient rien d'humain. Certains semblaient avoir des malformations, d'autres avaient un regard vide, comme s'ils n'étaient que des coquilles, privées de toute raison. Ils avaient troué nos pneus. Nous étions immobilisés. L'un d'eux, un homme grand à la barbe hirsute, frappa contre la vitre avec son bâton clouté. « Sortez !» grogna-t-il d'une voix rauque. Mes amis étaient pétrifiés, mais il était clair que nous n'avions pas le choix. Ils étaient nombreux, et nous étions désarmés. En tremblant, nous sommes sortis du véhicule. Ils nous encerclèrent, nous obligeant à les suivre à travers la forêt. L'un des hommes, plus âgé que les autres, semblait diriger cette bande. Il nous ordonna d'avancer, et nous ne pouvions que lui obéir, terrifiés à l'idée de ce qui pourrait nous arriver. Après ce qui sembla une éternité, nous arrivâmes devant une vieille maison en bois, en ruine. L'odeur qui émanait de l'intérieur était insupportable, un mélange de sang, de pourriture, et de quelque chose d'indéfinissable mais profondément esséurant. À l'intérieur, la scène était encore pire. Des animaux dépouillés de leur peau étaient accrochés au mur, du sang maculait le sol, et des outils rouillés gisaient ici et là, témoignant d'actes indescriptibles. Nos geôliers semblaient excités, riant et chuchotant entre eux, comme s'ils se préparaient à un rituel étrange. Le désespoir s'empara de nous. Nous étions loin de tout, perdus dans ces montagnes, entourés de ces êtres monstrueux. Nos pensées s'assombrirent, imaginant les pires scénarios, lorsque soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, différent de ces autres, entra. Il était vêtu simplement, mais proprement, et son regard était alerte. Il s'approcha du vieil homme qui nous gardait et lui parla d'une voix ferme mais posée. « Qu'est-ce que vous faites encore ? Laissez-les partir, maintenant. » Les autres grognèrent, mais aucun ne contesta son autorité. Avec une pointe de soulagement, nous réalisâmes qu'il n'était pas comme eux. Il se tourna vers nous et dit « Je suis désolé, ils ne savent pas ce qu'ils font. Suivez-moi, je vais vous aider à sortir d'ici. » Sans poser de questions, nous lui obéîmes, traversant à nouveau la forêt, cette fois avec la sensation d'être protégés. Il nous guida jusqu'à un chemin qui nous mena à une route déserte où il nous laissa avec un dernier avertissement, ne revenez jamais ici. Nous avons marché pendant des heures jusqu'à ce que, au lever du jour, nous soyons finalement recueillis par une patrouille de police qui passait par là. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit à d'autres. Mais chaque fois que je repense à ce que nous avons vécu, je ressens un frisson glacial dans le dos. Ces montagnes, ces bois, cachent quelque chose de sombre, et je sais que nous avons eu de la chance d'en sortir vivants. Je devais avoir 8 ans à l'époque. C'était un après-midi d'été, et mes parents m'avaient emmené dans un parc d'attractions pas très loin de chez nous. Parmi toutes les attractions, il y avait un labyrinthe spécialement conçu pour les enfants. Les haies étaient à peine plus hautes que moi, et les adultes pouvaient facilement observer les enfants d'en haut. Cela semblait inoffensif, un jeu amusant pour tester notre sens de l'orientation. Avec enthousiasme, je suis entré dans le labyrinthe, déterminé à en sortir le plus vite possible. Mais rapidement, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les sentiers qui devaient être courts semblaient s'étirer indéfiniment, et chaque virage que je prenais me ramenait à un endroit qui me semblait identique, mais étrangement différent à la fois. Les rires des autres enfants se sont estompés, et les haies se sont mises à paraître plus hautes, plus épaisses.
Je continuais à avancer, mais il n'y avait aucun signe de sortie, ni même de repère familier. C'était comme si j'avais quitté le petit labyrinthe du parc pour entrer dans quelque chose de bien plus vaste et mystérieux. Une sensation de flottement m'envahit, comme si j'avais pénétré un autre monde, un univers parallèle où les lois de la réalité n'étaient plus les mêmes. C'est alors que je les ai vus. Deux êtres lumineux, flottant légèrement au-dessus du sol. Ils n'étaient ni effrayants ni menaçants, mais leur apparence était surréaliste, presque hypnotique. Leur forme était indistincte, comme des silhouettes humaines faites de pure lumière. L'un d'eux m'a regardé avec des yeux sans pupille et m'a dit d'une voix douce mais grave, « Fais attention à ton énergie. Ne cherche pas à entrer en contact avec nous. Continue simplement tout droit. » Il n'y avait aucune peur en moi, juste une étrange sérénité. Leur présence semblait naturelle, comme si elle faisait partie de ce lieu, de cet instant. Je n'ai pas essayé de leur poser de questions ou de comprendre ce qui se passait. J'ai simplement obéi, me sentant étrangement apaisé. Je me suis tourné dans la direction qu'ils m'avaient indiquée et j'ai commencé à marcher. Chaque pas me rapprochait d'une sensation familière, celle du monde que j'avais laissé derrière. Et soudain, sans transition, je suis sorti du labyrinthe. J'étais de retour dans le parc, entouré de rires et de cris d'enfants, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Je n'ai rien dit à mes parents, ni à qui que ce soit d'autre. C'était comme si cette expérience avait été un rêve éveillé, une parenthèse dans le temps et l'espace. Je n'ai ressenti aucune peur, juste une sensation bizarre, comme si ce que j'avais vécu était un message ou une leçon dont je ne comprenais pas encore la signification. Depuis ce jour, je n'ai jamais regardé les labyrinthes de la même manière. Je n'aurais jamais dû m'aventurer seul dans les ruelles sombres de Shanghai, mais la tentation d'explorer la ville au-delà des sentiers battus était trop forte. C'était une de ces nuits où l'air chaud et humide semblait distordre la réalité, et où les ombres semblaient s'étirer pour vous engloutir. Ce qui avait commencé comme une simple balade s'était rapidement transformé en une descente dans l'inconnu, chaque pas m'éloignant un peu plus des lumières rassurantes des rues principales. Je ne savais pas alors que je m'étais engagé sur un chemin dont il n'y aurait peut-être pas de retour, un chemin où des yeux invisibles me surveillaient, des intentions sinistres cachées dans chaque coin obscur. C'est seulement lorsque j'ai senti une présence derrière moi, une main froide agrippant mon épaule, que j'ai compris que je n'étais pas seul et que je venais de tomber dans un piège bien plus terrifiant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ne savais pas comment je m'étais autant perdu. Peut-être était-ce l'excitation de découvrir un coin moins connu de la ville ou simplement mon sens de l'orientation défaillant. Quoi qu'il en soit, je me retrouvais dans une partie de Shanghai que je ne reconnaissais pas, les néons colorés remplacés par des bâtiments délabrés et des allées désertes. C'est alors qu'ils sont apparus. 3 hommes, surgissant des ombres, leurs visages cachés sous des masques médicaux. Avant que je ne puisse réagir, ils m'ont saisi, plaquant un chiffon imbibé d'une odeur chimique sur mon visage. J'ai lutté, mais mes forces m'ont rapidement abandonné. Le monde autour de moi s'est assombri, et la dernière chose dont je me souviens, c'est le goût amer de la peur dans ma bouche. Quand je me suis réveillé, c'était dans une pièce mal éclairée, au plafond bas, avec une forte odeur de désinfectant dans l'air. Mon corps était engourdi, mais je pouvais sentir le froid du métal sous moi. Je clignais des yeux, essayant de comprendre où j'étais. C'est là que la réalité m'a frappé comme une lame glaciale. J'étais sur une table d'opération improvisée, les poignets et les chevilles attachés par des sangles en cuir. La panique a commencé à monter en moi, chaque battement de cœur résonnant comme un coup de tonnerre dans ma tête. Ma vision encore floue, je pouvais distinguer les silhouettes de plusieurs personnes autour de moi, portant des blouses chirurgicales tachées de sang. Une lumière crue éclairait mon abdomen, où une incision avait déjà été faite. Ils parlaient entre eux en chinois, des mots que je ne comprenais pas, mais le ton était détaché, presque professionnel. Pourtant, quelque chose n'allait pas. J'étais conscient, et malgré l'anesthésie qu'ils avaient certainement administrée, je pouvais sentir une douleur sourde qui irradiait de mon ventre. Mes lèvres étaient sèches, et j'ai essayé de parler, de crier, mais aucun son ne sortait. L'un d'eux, un homme aux yeux froids et calculateurs, a remarqué mon regard paniqué. Il s'est penché vers moi, un scalpel en main, et c'est alors que j'ai compris la réalité effroyable de la situation. Ils étaient en train de récupérer mes organes, pour les vendre, probablement sur le dark web. J'étais une marchandise, rien de plus. Dans un ultime sursaut de terreur,
j'ai tenté de bouger, de me libérer de mes liens, mais mon corps était trop affaibli. L'homme a plissé les yeux, réalisant que l'anesthésie n'avait pas fonctionné comme prévu. Il est éveillé, a-t-il murmuré dans un ton alarmé à ses collègues. Ils se sont précipités pour m'injecter une autre dose, mais avant que le monde ne sombre à nouveau dans le noir, j'ai senti la brûlure glaciale d'une nouvelle incision. Je ne me souviens de rien après cela, jusqu'à ce que je me réveille, cette fois dans un hôpital. Ils m'ont dit que j'avais été trouvé dans une ruelle, laissé pour mort. La police n'a jamais retrouvé mes ravisseurs, et je n'ai jamais récupéré complètement de ce qu'ils m'avaient pris, ni physiquement, ni mentalement. Shanghai, pour moi, ne sera plus jamais cette ville fascinante. Elle est devenue un cauchemar vivant, où les ombres cachent des horreurs inimaginables. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée. Peut-être était-ce l'adrénaline, ou peut-être juste la curiosité morbide. Mais maintenant, je regrette chaque décision qui m'a conduit ici, dans ce labyrinthe souterrain, loin de la sécurité de la surface. Tout a commencé comme une simple exploration urbaine. J'avais entendu parler de ces tunnels sous la ville, vestiges d'une époque révolue, utilisés jadis pour le transport, la contrebande, ou Dieu sait quoi d'autre. Mes amis n'étaient pas intéressés, mais je n'ai pas pu résister à l'appel de l'inconnu. Seul, avec juste une lampe torche et mon téléphone pour m'éclairer, je suis descendu par une trappe rouillée que j'avais repérée près d'une usine abandonnée. Le premier tunnel était large, un peu comme une galerie de métro abandonnée, avec des graffitis délavés sur les murs et des éclats de lumière provenant de fissures dans le plafond. L'air était humide, presque suffocant, et l'odeur de moisissure persistait. Je me suis aventuré plus loin, passant de larges galeries à des passages plus étroits et sinueux. Le silence était oppressant, à peine perturbé par le goutte-à-goutte régulier de l'eau qui s'échappait des tuyaux au-dessus de ma tête. J'ai continué à marcher, tournant ici, descendant là, sans vraiment prêter attention à la direction que je prenais. J'étais captivé par les échos lointains, les marques laissées sur les murs par des explorateurs passés. Mais bientôt, ce qui ressemblait à une aventure excitante a commencé à se transformer en une situation désespérante. Les tunnels se ressemblaient tous. Des bifurcations se multipliaient, et je me suis rendu compte trop tard que je n'avais aucune idée de comment retrouver mon chemin. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier la carte GPS, mais bien sûr, aucun signal ne passait ici, sous des mètres de béton et de terre. J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais chaque tournant semblait me mener encore plus loin dans ce dédale sans fin. La panique a commencé à monter. Mon souffle s'accélérait, et la claustrophobie s'installait. Les murs semblaient se rapprocher, l'air devenait de plus en plus lourd. Chaque goutte d'eau qui tombait résonnait comme un marteau dans mon crâne, et c'est alors que je les ai entendus, des bruits de pas, quelque part au loin. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination. Mais les bruits étaient bien réels, lourds, comme ceux de quelqu'un qui traînait quelque chose. Ils venaient de l'un des tunnels devant moi, et chaque fibre de mon être me disait de fuir, mais vers où? Je ne savais plus où était la sortie, et chaque tunnel se ressemblait, sombre et menaçant. J'ai éteint ma lampe, espérant que l'obscurité me cacherait, mais cela n'a fait qu'amplifier les bruits autour de moi. Le bruit des pas se rapprochait, résonnant de plus en plus fort dans les tunnels. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Puis, dans l'obscurité, j'ai perçu un mouvement, une ombre qui se glissait silencieusement dans le tunnel devant moi. Impossible de voir ce que c'était, mais j'ai su, au fond de moi, que je n'étais pas seul ici. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qui arpentait ces tunnels depuis bien plus longtemps que moi. Dans un accès de désespoir, j'ai fait demi-tour et j'ai couru, sans savoir où j'allais, sans m'arrêter pour réfléchir. Les tunnels défilaient autour de moi, les murs de béton se transformant en une prison infinie. Les pas derrière moi étaient de plus en plus proches, comme si cette chose gagnait du terrain. Et puis, sans prévenir, j'ai trébuché. Ma lampe torche a volé de ma main et s'est brisée sur le sol humide. Dans l'obscurité totale, allongé sur le sol froid et glissant, j'ai entendu ces pas s'arrêter juste derrière moi. Un souffle rauque, presque animal, résonna dans mes oreilles. Je n'osais plus bouger, espérant que, quoi que ce soit, cela repartirait. Mais le silence se fit, pesant, étouffant, et une terreur sans nom s'empara de moi. J'ai senti une main glaciale se poser sur mon épaule, et c'est là que je compris,
je n'étais plus seul dans ces tunnels, et je n'en ressortirais peut-être jamais vivant. Ce soir-là, j'ai découvert que certaines choses sont mieux laissées dans l'obscurité, là où elles appartiennent. Et que parfois, la curiosité peut nous mener bien plus loin que nous n'aurions jamais voulu aller. Je me souviens encore de cette expédition en Antarctique comme si c'était hier. Nous étions une équipe de scientifiques, envoyés pour étudier les conditions extrêmes de cette terre gelée et mystérieuse. C'était une mission de routine, du moins, c'est ce que je croyais. Jamais je n'aurais pu imaginer ce que j'allais découvrir sous ces glaces éternelles. Ce jour-là, la tempête de neige était plus violente que d'habitude, mais rien d'inquiétant pour une équipe aussi bien préparée que la nôtre. Nous étions en train de collecter des échantillons de glace lorsque je me suis aventuré un peu trop loin du camp de base. Pris dans la tempête, avec la visibilité réduite à presque zéro, j'ai commencé à perdre mes repères. Chaque direction semblait identique, une étendue blanche infinie, froide et désolée. Je marchais, essayant désespérément de retrouver le chemin du retour, mais le vent soufflait si fort que mes traces disparaissaient presque instantanément. La radio de l'équipe ne captait plus rien d'autre que des grésillements. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré ainsi, luttant contre le froid et le désespoir, lorsque je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Devant moi, le sol semblait s'effondrer dans un vaste trou, une ouverture dans la glace qui n'avait rien de naturel. C'était comme si la terre elle-même s'était fondue pour révéler un secret caché depuis des millénaires. Ce n'était pas un simple gouffre. C'était un portail, ou du moins, c'est ainsi que je l'ai perçu. Un cercle parfait, bordé de lumière bleutée, presque irréelle, qui contrastait avec la blancheur du désert glacial. Cette lumière n'émettait pas de chaleur, mais elle était invitante, presque rassurante. Curieux, ou peut-être simplement désespéré, j'ai approché du bord. En regardant à l'intérieur, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Au-delà de ce portail, il y avait une civilisation ancienne, mais d'une technologie et d'une harmonie bien plus avancées que tout ce que j'avais pu imaginer. Les structures n'étaient pas faites de pierre ou de métal, mais semblaient taillées dans une matière vivante, douce et fluide, irradiant cette même lumière bleue. Les bâtiments s'élevaient comme des montagnes organiques, intégrés parfaitement à la nature environnante. Je voyais des êtres, humanoïdes mais légèrement différents, qui semblaient vivre en symbiose avec leur environnement. Ils se déplaçaient avec une grâce inouïe, enveloppés dans des voiles d'énergie qui changeaient de couleur en fonction de leurs émotions. L'énergie bleue semblait être au cœur de leur existence. Elle circulait à travers tout, animant les plantes, les animaux et les structures. Je pouvais presque sentir cette énergie vibrer, une force bienveillante et apaisante qui nourrissait tout autour d'elle. Les arbres étaient gigantesques, leurs feuilles scintillaient comme des étoiles, et l'air était pur, empli d'une sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un monde en harmonie totale, où la technologie et la nature ne faisaient qu'un. Je ne sais pas combien de temps j'ai observé cette scène, fasciné et hypnotisé. J'étais comme en transe, incapable de détourner le regard, absorbé par la beauté et la perfection de ce que je voyais. Était-ce un mirage, une hallucination due au froid, ou bien quelque chose de plus réel, de plus ancien que l'humanité elle-même? Puis, tout aussi soudainement que je l'avais trouvé, le portail commença à se dissiper. La lumière bleue se dissout dans l'air, les images s'évanouirent, et je me retrouvai seul, dans le froid glacial de l'Antarctique. Mais je n'étais plus au bord d'un trou, juste devant une simple étendue de glace. Je me suis effondré là, épuisé, confus, l'esprit encore embrouillé par ce que je venais de vivre. Le lendemain, une équipe de secours m'a retrouvé. Ils m'ont découvert dans une caverne, à quelques kilomètres du camp de base. Curieusement, je n'étais pas en hypothermie, malgré la nuit glaciale que j'avais passée seul. Mon corps était intact, réchauffé par une force que je ne pouvais expliquer. Mes collègues étaient soulagés, mais leurs questions se heurtaient à mon silence. Comment aurais-je pu expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu? Encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était un rêve, une hallucination provoquée par l'extrême isolement, ou une véritable expérience surnaturelle. Mais cette vision d'une civilisation ancienne, baignée dans cette énergie bleue, reste gravée en moi, une image indélébile, comme un souvenir d'un autre monde. C'était ma première fois à Minbé, une ville immense et débordante de vie. J'étais fasciné par le chaos des rues, les couleurs éclatantes,
les odeurs épicées qui flottaient dans l'air. Mais la foule dense et les ruelles labyrinthiques m'ont rapidement désorienté. Je me suis retrouvé dans un quartier inconnu, loin des zones touristiques, et bientôt, j'ai réalisé que j'étais perdu. J'ai demandé mon chemin à un groupe d'hommes qui traînaient près d'un marché. Leur sourire m'a semblé accueillant au début, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, un éclat malsain que je n'avais pas perçu tout de suite. L'un d'eux m'a proposé de me guider. Soulagé, je l'ai suivi à travers une série de ruelles sombres, où le bruit de la ville semblait s'estomper. Mon soulagement s'est vite transformé en terreur lorsqu'il a pris un virage brusque dans une ruelle encore plus étroite, où deux autres hommes attendaient. Avant que je ne puisse réagir, ils m'ont attrapé, leurs mains fortes serrant mes bras, m'empêchant de bouger. Mon cœur battait la chamade, et la peur m'a paralysé. Ils parlaient rapidement entre eux, me lançant des regards qui me glaçaient le sang. J'ai tenté de crier, mais l'un d'eux a plaqué sa main sur ma bouche. Je me débattais, mais c'était inutile, ils étaient trop nombreux, trop forts. L'horreur de la situation m'a frappé comme une vague glacée. Ils allaient m'enlever, m'emmener quelque part où personne ne me retrouverait jamais. C'est alors qu'un autre groupe de personnes est apparu au bout de la ruelle. Les hommes ont relâché leur emprise juste assez pour que je puisse m'échapper. Je me suis enfui, courant sans regarder en arrière, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à ce que je retrouve enfin les rues éclairées et la sécurité relative de la foule. Mais cette peur, cette sensation d'être traqué, ne m'a jamais quitté. C'était ma première nuit à Bucarest, une ville que je connaissais à peine. Après une soirée animée dans un bar du centre-ville, j'ai décidé de rentrer à pied à mon hôtel. L'air frais de la nuit me semblait agréable, et je me sentais légèrement euphorique après quelques verres. Mais alors que je marchais, les rues ont commencé à se vider, les lumières se sont estompées, et je me suis rendu compte que je m'étais perdu. Les bâtiments autour de moi prenaient des airs inquiétants, leurs façades grises et délabrées se dressant comme des ombres dans la nuit. Le silence, d'abord apaisant, est devenu oppressant, brisé seulement par le son de mes propres pas sur les pavés. Puis, j'ai entendu un autre bruit, des pas derrière moi, légers mais distincts. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai accéléré le pas, mais les pas derrière moi se sont faits plus pressants, plus rapprochés. Chaque fois que je me retournais, je ne voyais rien d'autre que des ruelles vides et sombres, comme si les ombres elles-mêmes jouaient avec moi. Le cœur battant, j'ai tenté de retrouver mon chemin, mais les rues semblaient se resserrer autour de moi, devenant un labyrinthe sans fin. Le son des pas était désormais tout proche, presque dans mon dos. Puis, juste avant que la panique ne m'envahisse complètement, je me suis retourné une dernière fois, prêt à faire face à ce qui me suivait. Il n'y avait toujours personne, mais une sensation glaciale s'empara de moi. Quelque chose me fixait depuis l'obscurité, juste au-delà de mon champ de vision. Tremblant, j'ai couru sans réfléchir, sans savoir où j'allais, jusqu'à ce que je tombe enfin sur une rue éclairée. Essoufflé et terrifié, j'ai réussi à retrouver mon hôtel. Mais cette nuit-là, alors que je fermais les yeux, j'entendais encore ses pas, se rapprochant dans le silence. Je suis, ou plutôt j'étais, officier de police dans la petite ville rurale de Jackson, en Pennsylvanie. J'étais le novice au poste, donc on m'avait assigné à la patrouille de nuit. Étant donné que c'était une petite ville, il n'y avait besoin que d'un seul officier dans les rues tard dans la nuit. Deux autres officiers, Holly et Jessica, avaient juste un peu plus d'ancienneté que moi, donc ils faisaient aussi le quart de nuit, mais ils restaient au poste pour gérer les appels. Ma partie préférée du travail de nuit était la promenade de 5 minutes pour rentrer chez moi le matin, en écoutant les oiseaux chanter. Il ne m'a pas fallu longtemps pour remarquer que les chants déclinaient. Au début, je pensais que c'était dû à un étrange schéma de migration causé par les conditions météorologiques inhabituelles que nous avions connues. Puis, un jour, les chants se sont arrêtés. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, après tout, c'étaient des oiseaux, il devait y avoir une explication. Les choses ont commencé à devenir plus étranges dans les jours suivants. Les dernières heures de mon service, tôt le matin, ont été inondées d'appels concernant des animaux domestiques disparus. Les propriétaires ne trouvaient plus leurs chiens après les avoir laissés sortir, leurs chats vivants à l'extérieur ne venaient plus à la porte quand ils apportaient de la nourriture. Les disparitions d'animaux de compagnie n'étaient jamais très intéressantes,
mais le nombre de rapports a attiré mon attention. Je n'avais jamais pensé qu'il pourrait y avoir un lien entre les animaux et les oiseaux. Quelques jours plus tard, la première disparition humaine a été signalée. Un vieil homme n'avait pas été vu depuis sa promenade matinale. Son voisin avait signalé sa disparition vers 5 heures de l'après-midi, alors cette nuit-là, j'ai fait le tour de la ville pour essayer de trouver un signe de lui. Je n'ai pas eu de chance. Le lendemain, d'autres rapports de personnes disparues sont arrivés. Le poste de police était en alerte maximale. Toutes les disparitions avaient eu lieu pendant la nuit, ce qui signifiait que j'avais enfin du vrai travail à faire pendant mon service. Ça peut paraître morbide vu les circonstances, mais j'étais excité. La tendance s'est poursuivie les jours suivants, les gens commençaient à être visiblement inquiets, certains quittaient même la ville. Je ne pouvais pas leur en vouloir, si ma situation avait été différente, je serais parti moi aussi. Les choses ont commencé à s'intensifier au cours de la semaine suivante. Puis, il y a quelques nuits, j'étais en patrouille comme d'habitude, j'ai décidé de contacter le poste par radio pour voir si de nouveaux rapports étaient arrivés. Seul un bourdonnement de statique émanait de ma radio. Holly et Jessica devraient être là, je ne voyais aucune raison pour qu'ils ne répondent pas à la radio. J'ai essayé d'appeler le poste avec mon téléphone et j'ai obtenu un signal occupé. Comme il ne se passait rien, j'ai décidé de retourner au poste pour voir ce qui se passait. En arrivant sur le parking, les lumières du poste étaient encore allumées. Je suis entré et j'ai appelé. Pas de réponse. J'ai fouillé le poste pendant une bonne heure et je n'ai vu ni l'un ni l'autre. J'ai décidé d'attendre l'arrivée de l'équipe de jour. Le chef a été le premier à arriver. Je lui ai expliqué la situation, et quand il n'a pas réussi à les joindre sur leur téléphone portable, il a décidé de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité. Je me tenais derrière le chef pendant qu'il passait l'enregistrement en revue. Pendant les premières heures, Holly et Jessica étaient simplement assis à leur bureau, faisant de la paperasse et discutant. Puis, au bout de 4 heures, Jessica s'est soudainement tournée vers la fenêtre. Elle s'est tournée vers Holly. Comme c'était un enregistrement de caméra de sécurité, il n'y avait pas de son, mais je suppose qu'elle lui a dit qu'elle allait vérifier ce qu'elle avait vu à travers la fenêtre. Elle s'est levée et a quitté le champ de vision de la caméra, et Holly est retournée à son travail. 15 minutes plus tard, elle n'était toujours pas revenue, alors Holly s'est levée pour voir où elle était allée. Aucun des deux n'est revenu. Le chef est resté assis là quelques minutes, réfléchissant à ce que nous venions de voir. Il m'a dit de rentrer chez moi, que je n'avais pas besoin de me présenter au travail pendant les prochains jours. Le chemin du retour était silencieux. Il n'y avait personne dans la rue, aucun animal ne courait dans les zones boisées. Je suis rentré chez moi et j'ai essayé de digérer les événements des dernières semaines. Comme je n'avais pas besoin de me rendre au travail pendant un moment, j'ai décidé d'aller dans la ville voisine, à environ 40 minutes de route. Je pourrais peut-être obtenir de l'aide là-bas, je pourrais aller au poste de police et expliquer la situation en espérant qu'ils me croient. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route. J'ai conduit pendant 40 minutes, et je n'ai pas atteint la ville. J'avais suivi la seule route qui sort de la ville et je n'avais pas bifurqué. J'ai continué à rouler pendant 10 minutes de plus. Mon cœur a chaviré lorsque j'ai vu le premier signe de civilisation. Bienvenue à Jackson. Un cercle. Comment était-il possible que je sois de retour à Jackson? Je n'avais jamais tourné. J'ai dépassé le panneau, ayant l'impression que le vieux bois usé se moquait de moi. Les gens avaient quitté la ville au cours de la semaine passée et ils n'étaient pas revenus. Ils avaient dû réussir à partir, non? Je me suis garé dans mon allée, je suis rentré, et je me suis assis sur mon canapé en silence. J'ai dû m'assoupir, car la prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé et qu'il faisait nuit noire chez moi. Je me suis levé, j'ai allumé les lumières et j'ai fermé les rideaux. Je réfléchissais à ce qui avait pu me réveiller lorsque je l'ai entendu. Le martèlement de pas lourd dehors. J'ai rapidement éteint les lumières à nouveau et j'ai écouté. Les pas s'approchaient de ma maison et j'ai entendu des bruits de frottement suivis de bruits de griffures. Il y a eu quelques coups forts, puis le son des pas lourds a repris. Quoi que ce soit, ça partait. Je suis resté éveillé aussi longtemps que j'ai pu, avant de finalement succomber à la fatigue aux petites heures du matin. Quand je me suis réveillé, je suis sorti. Il y avait des empreintes profondes sur ma pelouse. De grandes empreintes. Des marques de griffures parcouraient la longueur de ma porte et même les briques.
Quoi que ce soit qui était dehors chez moi la nuit dernière devait être énorme. J'ai suivi les traces jusqu'à la maison de mon voisin. La porte était partie, arrachée de ses gonds. Il n'était pas à l'intérieur. Pour une raison quelconque, j'avais été épargné la nuit dernière, mais pas mes voisins. J'ai essayé d'appeler le poste, mais je n'ai obtenu aucune réponse, alors j'ai essayé le téléphone personnel du chef. Rien. Je ne sais pas si le reste de la force policière a été emporté, dévoré, tué, ou quoi que cette chose fait aux gens de ma ville. J'ai conduit dans la ville pour voir si je pouvais voir quelqu'un dehors, mais il n'y avait pas une âme à l'horizon. Je ne sais pas si je suis le dernier ici. Si je ne le suis pas, tout le monde s'est enfermé chez soi. Je ne peux pas leur en vouloir. Je fais la même chose. Si je suis le dernier, alors cette chose viendra pour moi cette nuit. J'ai mon arme prête, bien que je doute qu'elle ait beaucoup d'effet. En repensant au moment où j'ai remarqué pour la première fois que les oiseaux avaient disparu, j'aurais dû rendre mon badge et quitter cette ville. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est donner un petit conseil. Si jamais vous vous retrouvez dans la Pennsylvanie rurale et que vous tombez sur un vieux panneau usé vous souhaitant la bienvenue dans la petite ville de Jackson, faites demi-tour, et ne vous retournez jamais. Je n'avais jamais imaginé que mon voyage au Mexique prendrait une tournure aussi cauchemardesque. Ce devait être une simple excursion à travers la campagne, loin des plages touristiques et des sites archéologiques bondés. Je voulais voir le Mexique authentique, celui qui se cachait derrière les brochures de voyage. Tout a commencé par une mauvaise décision, un détour imprévu sur une route secondaire. Le GPS de ma voiture de location avait cessé de fonctionner, et je me suis retrouvé perdu, roulant à travers un désert de cactus et de poussière. L'après-midi s'étirait, et bientôt, le soleil déclinant n'était plus qu'une lueur à l'horizon, laissant place à une obscurité inquiétante. Après des heures aérées, j'ai aperçu des lumières au loin. Soulagé, j'ai pensé avoir trouvé un petit village ou une station-service. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte que ce n'était rien de tout cela. C'était une grande propriété, entourée de barbelés, avec des hommes lourdement armés qui patrouillaient autour. Mon cœur a commencé à battre plus fort alors que je comprenais lentement où je me trouvais, une base d'opération du cartel. J'ai tenté de faire demi-tour, mais trop tard. Ils m'avaient déjà repéré. 2 camions remplis d'hommes armés sont apparus de nulle part, me bloquant la route. On m'a traîné hors de la voiture, et avant que je ne puisse dire un mot, j'ai été frappé à la tête, sombrant dans un brouillard de douleur. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans une pièce sombre, l'air lourd de sueur, de sang et de peur. Autour de moi, des hommes au visage impitoyable discutaient à voix basse, leurs regards remplis de mépris. Sur une table au milieu de la pièce, des piles de billets, des armes, des corps. Des cadavres, fraîchement tués, gisaient là, grotesquement exposés. Mon estomac se noua, la bile remontant dans ma gorge. J'avais entendu parler des horreurs perpétrées par les cartels, mais voir ces scènes de mes propres yeux était une autre réalité. J'étais sûr que j'allais rejoindre ces pauvres âmes, que ma vie s'achèverait ici, dans ce lieu oublié de tous. Mais alors, une lueur d'espoir traversa mon esprit. J'avais sur moi une somme d'argent importante, prévue pour mes dépenses de voyage. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti l'argent de ma poche, suppliant le chef du groupe, un homme au regard glacial, de me laisser partir. Contre toute attente, il a souri. Pas un sourire chaleureux, mais un rictus cruel. Il a pris l'argent, comptant les billets avec une lenteur exaspérante, avant de se tourner vers ces hommes et de leur dire quelque chose en espagnol que je ne comprenais pas. Puis, contre toute attente, il m'a fait signe que je pouvais partir. Mais avant de me relâcher, ils ont eu une dernière humiliation à m'infliger. Ils m'ont forcé à me tenir à côté des 2 cadavres sur la table, des femmes dont la vie avait été brutalement arrachée. On m'a mis un bras autour des épaules, comme si nous étions de vieux amis. L'un des hommes a pris une photo avec un vieux Polaroid, l'appareil claquant tandis que l'image se développait lentement. Ils ont ri, un rire sinistre et dénué de toute humanité. L'homme en charge m'a tendu la photo, un souvenir tordu de cette nuit d'horreur, et m'a ordonné de partir. Je suis monté dans ma voiture, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. En quittant la base, je n'osais pas regarder en arrière. Je n'avais jamais roulé aussi vite de ma vie, le cœur battant à tout rompre,
jusqu'à ce que je retrouve enfin la sécurité relative d'une ville animée. Cette photo, je l'ai brûlée le lendemain. Mais les images et les souvenirs de cette nuit, eux, ne s'effaceront jamais. Je sais que j'ai eu de la chance de m'en sortir vivant, mais cette chance est teintée de la plus sombre des peurs, et je ne peux m'empêcher de me demander si un jour, ces hommes viendront me retrouver. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.